que vraisemblablement, il y aurait des nouvelles formes, des nouvelles déformations plutôt de l'espace-temps. Et donc, la transition est exceptionnelle quand même. Hein. Oui. Bon, je vous présente tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde ici, par rapport à Alessandro. Madame Bizouard, qui travaille au groupe de Virgo, c'est ça ? Groupe Virgo, au laboratoire Artemis. Et qui, dont le travail est justement de décrypter les ondes gravitationnelles. Et donc maintenant, nous allons voir, nous avons vécu en 2012 le boson de Higgs. En 2013, nous avons eu le satellite Planck qui confirmait l'inflation notamment et le rayonnement fossile. Et puis en 2015, nous avons eu les premières confirmations des ondes gravitationnelles. Et maintenant, ce système est rentré un peu en production, hein, puisque vous en trouvez régulièrement. Et donc nous avons l'immense chance d'avoir une personne qui travaille et qui décrypte ces signaux. Merci pour cette invitation, cette opportunité pour moi de vous parler des ondes gravitationnelles. Donc en fait, de la nouvelle façon qu'on a d'étudier l'univers, puisque l'univers, depuis la nuit des temps, on l'observe avec la lumière. Là, je vais vous montrer qu'en fait, donc au début, on observait l'univers assez proche, hein, ce qu'on voyait avec nos yeux, et puis un peu avec la technologie, on a été beaucoup plus loin, même avec la lumière. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec les ondes gravitationnelles, qui sont donc un autre messager, ce n'est pas la lumière, c'est un autre, ce qu'on appelle un autre messager, et on peut aller encore plus loin que l'observation, par exemple, du fond diffus cosmologique avec la lumière, avec les ondes gravitationnelles, parce qu'elles ne sont pas arrêtées par la matière. On peut même aller jusqu'aux premiers instants de l'univers. Donc ça, c'est tout l'intérêt des ondes gravitationnelles. Alors, ce n'est pas l'unique messager autre que la lumière. Les ondes gravitationnelles, donc on parle d'une nouvelle astronomie depuis 2015, depuis qu'on les a mises en évidence. On parle d'une nouvelle astronomie avec un nouveau messager. Mais en fait, au début du siècle, il y avait d'autres messagers autres que la lumière qui avaient été mis en évidence, en particulier les rayons cosmiques qui ont été découverts en 1912, qui sont des particules chargées qui viennent du cosmos. Donc ça, c'était le premier nouveau messager autre que le photon qui a été découvert. Et puis, plus récemment, donc, les neutrinos, on savait que donc on a découvert par exemple, lors de la fameuse supernova de 1987A, on savait que les supernovas, quand une vieille étoile en fin de vie s'effondre pour former une étoile à neutrons, on savait que 99% de l'énergie était en fait émise sous forme de neutrinos. Ça, c'était une prédiction théorique. Ça a été confirmé en 1987, donc, où un rayonnement de neutrinos plutôt basse énergie a été observé. Et puis, il y a une autre découverte importante aussi, c'est en 2017, où là, un autre type de détecteur, IceCube, il y a KM3Net aussi, ou Antares en Europe, qui existent. Donc ça, c'est des neutrinos de haute énergie. Donc en septembre 2017, ils ont observé pour la première fois un neutrino de très très haute énergie d'origine extragalactique, parce que des choses dans la galaxie liées à l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère, ça on en observe beaucoup, hein, on est submergé de neutrinos, il y a aussi des neutrinos solaires, mais des choses qui viennent au-delà de notre galaxie, ça c'était le premier événement, et depuis ils en observent régulièrement. Donc, ce que je veux dire, c'est que des messagers pour observer le cosmos autres que le photon, il y en a. Il n'y a pas que les ondes gravitationnelles. Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle l'astronomie multimessager. C'est-à-dire qu'en fait, on va observer les mêmes sources, parce que beaucoup de sources en fait, vont émettre soit des neutrinos, soit des photons, et aussi des ondes gravitationnelles. Et on va observer la même source avec ces trois sondes. Et ça, c'est tout l'intérêt, parce qu'elles ne donnent pas la même information. Par exemple, les neutrinos ou le photon, en général, ça donne une information sur l'interaction
la matière, par exemple l'interaction de l'environnement de la source. Le neutrino va donner une information un peu plus proche de la source, et l'onde gravitationnelle va par exemple donner une information sur la dynamique du phénomène. Donc on n'apprend pas la même chose, c'est complémentaire. Voilà. Alors, donc les sources, oui, pour les ondes gravitationnelles, par contre, comme je viens de le dire, ça nous renseigne sur la dynamique de la source. Donc en fait, on va observer essentiellement avec les ondes gravitationnelles des phénomènes violents. On ne va pas observer des choses tranquilles, par exemple la rotation d'un système binaire. En fait, c'est un mauvais exemple. On ne va pas observer, voilà, il faut qu'il y ait un phénomène violent, comme par exemple, donc j'en ai parlé là, l'effondrement d'une étoile en fin de vie, ou la fusion de deux étoiles à neutrons ou de deux trous noirs, ou alors, qui peuvent former deux étoiles à neutrons, ça va former un sursaut gamma, ou alors donc des phénomènes de flares, de phénomènes violents dans l'univers. Donc ça, on s'attend à ce que ce soit associé à une émission d'onde gravitationnelle parce que la dynamique est très violente. Donc là, c'est juste un spectre, en fait, c'est que les ondes gravitationnelles, donc dans le domaine de ce qu'on appelle l'astronomie des transitoires ou le time domain astronomie, en fait, les ondes gravitationnelles donc, sont une des façons d'observer les mêmes sources qui sont bien souvent observées dans tout le spectre électromagnétique, des ondes radio jusqu'au gamma-ray. Et aussi, donc, comme je l'ai dit, les détecteurs de neutrinos au sol aussi observent les mêmes sources. Donc on fait partie de l'astronomie des transitoires, des phénomènes transitoires et violents. Donc ça, c'est un peu la même chose. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail donc, des ondes gravitationnelles. Donc, tout le monde sait que la lumière, eh bien, c'est une onde électromagnétique qui se propage, qui est liée, donc la génération de l'onde électromagnétique, c'est lié à l'accélération, au mouvement de charge électrique. Les ondes gravitationnelles, en fait, là, ça va être, donc l'analogie, c'est l'accélération de masse. Il faut qu'il y ait une accélération de masse, pas seulement un déplacement des masses, comme pour la lumière, il suffit que la charge soit en mouvement. Pour générer des ondes gravitationnelles, il faut qu'il y ait une accélération. Et il faut aussi qu'il y ait une asymétrie de la source. Donc c'est pour ça que l'exemple, enfin la source, quand les ondes gravitationnelles ont été théorisées, une des caractéristiques qui a été mise en évidence pour la génération donc, des ondes gravitationnelles, c'est qu'il fallait avoir des masses donc, accélérées et un système asymétrique. C'est-à-dire qu'un système totalement sphérique, même s'il y a des mouvements d'accélération, eh bien, ne va pas émettre d'ondes gravitationnelles. Donc c'est pour ça qu'un des systèmes emblématiques donc, comme source d'ondes gravitationnelles, c'est les systèmes binaires. C'est-à-dire un système binaire d'objets, mais d'objets compacts, c'est-à-dire très très massifs. Donc les deux objets qui sont les deux sources, les deux objets astrophysiques qu'on observe en fait avec les ondes gravitationnelles, c'est les trous noirs, parce que c'est les objets les plus compacts dans l'univers, et les étoiles à neutrons. C'est le deuxième objet le plus compact. Voilà. Donc les ondes gravitationnelles, c'est une conséquence directe de la théorie de la relativité générale. Donc, de transparence sur la théorie de la relativité générale, je crois que vous connaissez tous cette théorie. Donc, dans la relativité générale, la gravitation n'est plus une force, mais c'est en fait lié à la déformation de l'espace-temps. C'est en fait la matière déforme l'espace, et la déformation de l'espace-temps va dire à la matière comment elle doit se déplacer. C'est-à-dire que les masses, oui, si j'ai une masse, par exemple le Soleil, elle va déformer mon espace autour, et si j'ai par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil, va suivre des géodésiques sur l'espace-temps. Donc tout ça, c'est résumé dans l'équation d'Einstein qui relie donc, toute la géométrie. En fait, d'un côté, vous avez le tenseur de Ricci qui décrit la courbure de l'espace-temps, et donc relié à la distribution de matière. Donc c'est le lien entre l'espace-temps et la matière, les équations d'Einstein.
Et donc, il y a le fameux papier de 1915. Et un deuxième papier d'Einstein un an après, en 1916, donne en fait, il essaie de linéariser la théorie et il tombe sur des solutions, sur des équations qui en fait sont les équations de propagation des ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, c'est une conséquence, de la théorie de la relativité générale. Et elles ont comme propriété d'avoir deux polarisations qui vont se propager, et les deux polarisations des ondes gravitationnelles ne vont pas avoir le même effet sur... je vous ai dit, les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose, en fait, c'est lié à la déformation de l'espace-temps. Et donc la déformation de l'espace-temps, pour ces deux polarisations, va être différente. Si je représente, par exemple, mon espace-temps, et si j'essaie de le matérialiser avec des points sur un cercle, l'une des polarisations, vous voyez l'effet au cours du temps, donc ça c'est l'effet au cours du temps de l'onde gravitationnelle sur le cercle, le premier cercle, elle va agrandir les distances dans une direction et les diminuer dans la direction perpendiculaire, et l'autre polarisation va avoir le même effet, mais légèrement avec une rotation de 45 degrés. Donc ça, c'est une propriété directe de la relativité générale, c'est d'avoir ces deux polarisations. Et quand on va chercher des déviations de la relativité générale, par exemple, on va aller voir s'il y a d'autres polarisations dans les signaux qu'on observe, s'il y a d'autres types de polarisations qui existent. C'est une façon de tester la théorie, c'est de tester en fait cette prédiction. Alors, justement, j'ai parlé tout à l'heure des trous noirs, parce que ça, c'est une autre conséquence de la relativité générale qui a été mise en évidence par Schwarzschild en 1916, très rapidement. En fait, Schwarzschild s'intéresse à trouver des solutions aux équations d'Einstein, et il tombe sur cette solution. Alors, c'est des solutions dans le vide, chose que n'aimait pas beaucoup Einstein, mais il tombe sur une solution, et en fait, cette solution met en évidence un objet qu'on va appeler bien plus tard le trou noir. Mais c'est dans le papier de 1916 qu'on voit apparaître en fait cet objet mathématique. Et cet objet mathématique, comme je l'ai dit, une des propriétés, c'est le fait qu'il est extrêmement compact. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets de masse, par exemple de masse stellaire, c'est-à-dire 2 ou 3 masses l'équivalent de la masse du Soleil, dans un rayon extrêmement faible. Donc ça, c'est la propriété essentielle des trous noirs, c'est leur compacité. L'autre objet dont je vous ai parlé, qui est extrêmement important pour la détection des sources d'ondes gravitationnelles, c'est les étoiles à neutrons. Donc c'est le résultat du collapse gravitationnel d'une étoile assez massive de plusieurs masses solaires en fin de vie. Elle va former, on va avoir un collapse gravitationnel, et elle va former une étoile à neutrons, c'est-à-dire que c'est une étoile qui est formée essentiellement de neutrons et qui est extrêmement dense. Et toutes les couches extérieures, enfin tout le reste de l'étoile a été éjecté, ça a formé une supernova qu'on observe de temps en temps. Et ce qui va rester, donc l'objet rémanent, c'est une étoile à neutrons qui est extrêmement dense, c'est-à-dire que c'est de l'ordre, c'est 1,4 fois la masse du Soleil, dans un rayon de 12 km. Donc ça, c'est une représentation, une image de la taille. C'est comme si on avait un Soleil dont le rayon est de plusieurs centaines de millions de kilomètres. Mais là, l'étoile à neutrons, c'est 12 km ou 13 km. Enfin, c'est extrêmement dense. Donc ça, c'est des objets... c'est un objet qui va être une source d'ondes gravitationnelles. Donc quelques mots sur l'épopée expérimentale de la recherche des ondes gravitationnelles. Ça, c'est intéressant de comprendre. En fait, ça ne s'est pas fait très rapidement, parce que donc l'existence des ondes gravitationnelles, la prédiction, c'est 1916. Et puis, en fait, entre-temps, il ne va pas se passer grand-chose, jusque dans les années 60, et en particulier jusqu'à ce que Pirani publie donc un papier extrêmement important, où il va montrer, en fait, que non seulement les ondes gravitationnelles, parce que les ondes gravitationnelles, après le papier d'Einstein en 1916,
il y a eu un gros débat sur est-ce que ces ondes gravitationnelles existent vraiment, est-ce qu'elles ont une interaction avec la matière, et donc comment on peut les détecter, parce que si elles n'interagissent pas avec la matière, si c'est une vue de l'esprit ou un artefact de enfin, voilà, est-ce qu'elles ont vraiment une réalité? C'était une question il a fallu Pirani. C'est Pirani qui répond vraiment à cette question et qui montre quelque chose d'extrêmement important. Pirani essaie de calculer la déviation de deux particules donc, qui suivent des géodésiques et de calculer leur accélération relative dans le cadre de la réalité générale. Et il va tomber sur des équations qui relient en fait l'accélération donc, de ces particules, l'accélération relative, au tenseur de Riemann. Et le tenseur de Riemann, c'est la courbure de l'espace. Donc il fait le lien entre accélération de particules qui suivent des géodésiques et la courbure. Et en fait, derrière c'est les composantes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les composantes non nulles du tenseur de Riemann, en fait, ce sont les fameuses ondes gravitationnelles. Donc il fait le lien, et non seulement il fait le lien, il montre qu'il y a un moyen de les détecter, c'est-à-dire que si je suis capable de mesurer l'accélération ou la distance relative entre deux particules qui suivent des géodésiques, je vais pouvoir les relier à l'onde gravitationnelle qui se propage. Et donc, c'est grâce à ces travaux théoriques en fait, que les gens ont réalisé qu'en fait, il y avait un moyen de détecter les ondes gravitationnelles. Le tout, c'était d'être capable de mesurer des distances relatives de deux particules qui sont soumises à aucune force. Donc ça alors pourquoi donc il y a le papier de Pirani, et puis il y a toute une série de discussions qui a démarré lors d'une conférence, la conférence de Chapel Hill en 1957, où il y a Pirani, il y a Bondi, il y a beaucoup de théoriciens, il y a Feynman, et il y a aussi des expérimentateurs. Et donc parmi ces expérimentateurs, il y a Joe Weber. Joe Weber donc, assiste à cette conférence avec d'autres et revient donc à la fin de cette conférence. Ce qui est intéressant, c'est d'aller lire les proceedings de la conférence, parce qu'il y a en particulier il y a la série de questions et de réponses à la fin. Donc comme quand on organise une conférence, on pose des questions à la fin, mais bien souvent, nous on ne prend pas note. Et à cette époque-là, ils prenaient note des questions et des réponses, et c'est extrêmement instructif parce que c'est vraiment les bonnes questions sur le problème de la détection des ondes gravitationnelles sont posées, et des gens comme Feynman et Bondi et Pirani apportent les réponses. Et ça, c'est vraiment important. Donc, comme je vous ai dit, il y a des expérimentateurs qui étaient à cette conférence et qui sont revenus dans leur petit labo, en particulier Joe Weber, et qui sont lancés donc, dans des applications pratiques et donc dans le développement de détecteurs. Et donc, comme je l'ai dit, pour mettre en évidence les ondes gravitationnelles, qui en fait sont une déformation, ce qu'il faut être capable de mesurer, c'est les déformations de l'espace-temps. L'espace-temps, le problème de l'espace-temps, c'est que c'est quelque chose d'assez rigide. L'espace-temps, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à matérialiser, hein, mais c'est quelque chose en fait qui est extrêmement rigide. On ne sent pas du tout la courbure. Je veux dire, les masses, le fait qu'il y ait des masses qui courbent l'espace-temps, on ne le sent pas du tout, parce qu'en fait, il faut des masses extrêmement importantes, extrêmement compactes. Il faut des trous noirs pour qu'on puisse sentir la courbure de l'espace-temps. Le Soleil courbe un petit peu notre espace-temps, mais on ne le sent pas. Et s'il y avait des variations, on ne les sent pas du tout. Or qu'en fait, quand une onde gravitationnelle nous arrive sur Terre, et a priori on baigne dans des ondes gravitationnelles, eh bien elle déforme l'espace-temps. Donc je devrais bouger, être déformé, mais on ne le sent pas. À notre échelle, ou plus exactement, les amplitudes mises en jeu sont tellement faibles qu'on n'est pas du tout sensible. C'est pour ça bien souvent on dit notre espace-temps est en fait extrêmement rigide. Pour vraiment le déformer, il faut mettre en jeu des masses très grandes, des accélérations. J'ai oublié de préciser, c'est que les accélérations aussi doivent être proches, les vitesses doivent être proches de celles de la lumière. Donc tout ça, c'est des conditions très particulières. Donc je reviens aux efforts expérimentaux. L'idée, c'est d'être capable de mesurer des variations
donc des déformations de l'espace-temps, c'est-à-dire des variations de longueur. Par exemple, j'ai deux points libres de toute force, totalement en chute libre. Eh bien, si j'ai une onde gravitationnelle, elle va déformer mon espace-temps. Donc, si je suis capable de mesurer la distance entre ces deux points, eh bien, je vais mettre en évidence la vibration, cette vibration. Donc, ça, c'était l'idée qu'avait Jo Weber, en fait, de faire ça, de mesurer cette déformation de l'espace-temps avec des barres cylindriques d'aluminium sur lesquelles il mettait L'idée, c'était qu'il puisse... Enfin, si j'ai une onde gravitationnelle, elle va exciter les modes de résonance de mon matériau. Donc Jo Weber, pendant des années, essayait de mettre en évidence les ondes gravitationnelles donc avec ce genre d'instrument. Il y a eu des fausses... Alors, il y a il a publié un papier où il prétendait avoir vu un signal. En fait, c'était avéré inexact. Le problème de ces détecteurs, c'est que... Le problème des ondes gravitationnelles, c'est que, comme je l'ai dit, le signal, en fait, est extrêmement faible. Donc, il faut des détecteurs isolés de tout bruit. Ça va être la grosse difficulté de la détection, en fait. C'est lutter contre les bruits d'environnement, avoir la sensibilité liée directement à l'amplitude du signal attendu, mais aussi être libre du bruit d'environnement. Et ça, c'est extrêmement difficile. À la même époque, il y a l'idée d'utiliser l'interférométrie laser pour détecter les ondes gravitationnelles. Donc, il va y avoir deux efforts expérimentaux pendant plusieurs années. Le premier, c'est les barres. Il n'y a pas que Weber. En Europe, Amaldi, en Italie, va se lancer dans la construction de barres résonantes aussi. Donc, c'est deux efforts expérimentaux. L'autre effort, c'est l'interférométrie laser. Et au même moment, le laser est mis au point. Donc, on a une source cohérente de lumière qu'on peut stabiliser. Donc, c'est pareil. La technologie va... Le truc, c'est que... Donc, l'idée vient dans les années 60, mais à cette époque-là, la technologie n'est pas encore prête. Mais ça va se développer. Alors, pourquoi l'interférométrie laser est intéressante ? Voilà. Rappelez-vous. Donc, l'interférométrie laser, c'est je mesure, donc je fais circuler un rayon laser donc, dans les deux bras et je vais mesurer donc, une différence de phase ou une différence de longueur de mes deux bras. Et rappelez-vous l'effet différentiel de l'onde gravitationnelle. C'est-à-dire que quand une onde gravitationnelle arrive sur Terre, elle va augmenter les longueurs dans une direction, alors qu'au même moment, elle contracte dans la direction directement opposée. Donc, ça veut dire que ça va générer forcément une différence de phase dans mon interféromètre. Donc, c'est ça l'idée. C'est vraiment l'interférométrie est parfaitement adaptée à l'effet des ondes gravitationnelles sur la métrique, enfin l'espace-temps. Mais pour arriver, donc, a priori, le principe de détection, il est simple, mais pour arriver à faire fonctionner, donc, alors, je remonte cette image, parce que ça, c'est une image d'un des premiers prototypes d'interféromètre avec des bras de 10 mètres, je crois, au MIT. Donc, tout ça, c'est dans les années 60-70, et en particulier, il y a Ray Weiss, donc, qui va avoir le prix Nobel en 2017 pour les ondes gravitationnelles avec Barry Barish et Kip Thorne. Mais Ray Weiss il n'est pas le seul à se lancer donc, dans l'interférométrie, mais il va publier en particulier une note, c'est même pas un papier, c'est juste une note dans les années 70, qui liste tous les bruits possibles qui pourraient empêcher de faire la détection avec un interféromètre. Et donc, il va, avec ses étudiants, imaginer tous les bruits possibles et il va s'attaquer à chacun de ces bruits. Donc, les bruits, les bruits sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ça va du bruit de laser, par exemple, le bruit de laser, des problèmes d'alignement. Le fait qu'on veut avoir des masses. L'idée, c'est de mesurer des différences de longueur de points ou de masses, d'objets qui sont totalement libres de force, qui sont en chute libre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient totalement isolés, en particulier du bruit sismique. Donc arriver à faire des systèmes d'isolation sismique très poussés. Et il faut une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait l'amplitude, je ne sais plus où j'avais, oups.
Oui, j'ai oublié. Non, c'est pas marqué. Mais disons que ce qu'on va mesurer, donc, c'est des variations de longueur relatives par rapport à la longueur des bras du détecteur. Et cette variation de longueur relative est directement proportionnelle à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. C'est-à-dire que si j'ai une amplitude d'onde gravitationnelle qui est extrêmement faible, de l'ordre de 10-21, c'est typiquement ce qu'on est capable de mesurer avec ces détecteurs à l'heure moderne, ça veut dire que je dois être capable, et si j'ai des bras de 3 km, comme dans Virgo, il faut que je puisse être capable de mesurer des variations de longueur avec mon interféromètre de l'ordre de 10-18 mètres. Donc ça suppose une précision sur la position des masses extrêmement précise. Et ça suppose en fait beaucoup de technologies derrière. Ça suppose d'être capable d'avoir des lasers hyper stabilisés, énormément de puissance en fait, parce qu'on gagne énormément de puissance dans les bras. Donc c'est pour ça qu'on met, en fait, c'est pas un simple interféromètre de Michelson, il y a des cavités supplémentaires pour augmenter la puissance du laser qui circule dans les bras. Donc la technologie pour arriver à cette précision, un simple Michelson avec des bras normal, c'est 10 mètres, quelque chose. Pour gagner tous ces ordres de grandeur, il y a beaucoup de choses, il y a en particulier, on recycle la puissance, c'est-à-dire qu'il y a énormément de puissance qui circule dans l'interféromètre. Alors à l'heure actuelle, donc, on a un réseau. Alors ça, je vous ai parlé des efforts des années. Tout cet effort expérimental a commencé dans les années 60, 70. Et donc à l'heure actuelle, on a un réseau de détecteurs, donc des interféromètres. Vous avez compris que c'est des interféromètres avec des bras de plusieurs kilomètres. Et à l'heure actuelle, le réseau donc, est composé de 2 détecteurs aux États-Unis, les 2 détecteurs LIGO. Virgo en Europe, donc qui est à côté de Pise. Et puis, il y a un détecteur japonais, Kagra, qui commence à prendre des données. Donc ça, c'est le réseau actuel donc, qui est opérationnel. Et il y a un projet en construction. C'est un détecteur comme LIGO, mais en Inde. Donc, il est en construction, il ne sera pas opérationnel avant 2026-2027. Donc ça, c'est des photos donc, des installations actuelles, donc des 2 détecteurs LIGO. Donc, il y en a un qui est dans l'État de Washington. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est celui qui est dans l'État de Louisiane, Livingstone. Et puis, donc Virgo, dans la plaine de l'Arnaud, à côté de Pise. Pise n'est pas très loin, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Et puis l'autre chose aussi qui n'est pas bonne pour Virgo, c'est qu'on est trop proche de la mer. Donc on a les ondes, les vagues qui génèrent du bruit, donc sismique à basse fréquence, c'est pas très très bon. Voilà. Sauf que l'intérêt pour nous, c'est d'être juste à côté. On peut y aller en 4 heures de route, on est sur le détecteur, c'est assez pratique. Donc voilà. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les bras. Ici, vous avez des chambres à vide dans laquelle circule le faisceau laser. Et puis donc, la partie centrale où il y a par exemple, la séparatrice de l'interféromètre et puis toutes les installations. Donc ça, c'est le détecteur Kagra. Alors lui, il est très particulier parce qu'il est souterrain. Il a des bras de 3 km. Et il est donc à côté en fait, du détecteur Kamiokande, sur la mine de Kamioka. Et il est cryogénique. Une partie est cryogénique, c'est-à-dire que les miroirs sont refroidis. Alors ça, c'est pour améliorer le bruit thermique. Mais ils ont beaucoup... Enfin, c'est un détecteur donc, qui est un peu différent de LIGO et Virgo. LIGO et Virgo, ils sont pratiquement similaires. Kagra, d'un point de vue technologique, est plus avancé. Mais le problème, c'est qu'ils ont du mal, pour l'instant, à obtenir une bonne sensibilité. Alors ça, c'est donc là, donc je reviens un peu dans le passé. Donc les premiers efforts, je vous ai dit, c'est les années 70 pour les détecteurs interférométriques. Donc Revice, alors Kip Thorne et Ron Driver sont les 3 pairs de LIGO, dans le sens où c'est eux qui ont poussé le projet LIGO.
C'était quelque chose qui était loin d'être évident, de financer ce genre de détecteur. Donc l'IGO, ce n'était pas un petit interféromètre avec des bras de 10 mètres ou de 100 mètres, c'était 2 interféromètres. Le projet LIGO, c'était 2 interféromètres avec des bras de 4 km. Et ça coûtait très cher. Et donc ça a finalement été financé dans les années 80 par la NSF, et ça a toujours été le plus gros projet de la NSF. Mais c'était un pari. Et qui a marché, puisqu'ils ont mis. Donc le projet est né dans les années 80, était financé dans les années 90, je crois, construction, et la découverte 2015. Voilà. Alors, au même moment, donc en Europe est né le projet Virgo, sous l'impulsion donc, de 2 physiciens, dont Alain Briet, donc le français Alain Briet, que je pense beaucoup de gens ont entendu parler. Donc alors lui, c'est un expert des lasers. Et il avait été aux États-Unis dans le groupe de Binder à Boulder, qui s'intéressait aux ondes gravitationnelles dans les années 70. Il avait été postdoc là-bas. Et il avait entendu parler justement de ces idées d'interférométrie laser pour détecter les ondes gravitationnelles et tout ça. Donc, alors que Alain Briet, c'est un laseriste, hein, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéressait au départ aux ondes gravitationnelles. Mais donc il est revenu en France et il a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis donc il avait ses connexions avec les États-Unis. Et il se trouve qu'il a rencontré donc Alberto Giasotto, qui est un physicien de Pise, qui lui aussi s'intéressait. Alors en Italie, ils avaient commencé, comme je vous l'ai dit, ils s'étaient déjà intéressés aux ondes gravitationnelles avec les barres. Il y avait tout un groupe à Rome et à Pise et à Trento de physiciens qui s'étaient lancés dans les barres. Pas Giasotto, mais lui s'était intéressé au problème justement de l'isolation sismique pour ces détecteurs. Et donc les deux se sont associés pour proposer en Europe donc, le projet Virgo, qui a été financé par le CNRS et l'INFN. Donc c'est financé à partir de 92, la date. Donc à partir de 92, donc financé, ça veut dire qu'ils ont acheté les terres à Pise. Alors Giasotto est un Pisan, donc il a obtenu que le projet soit à Pise. Et voilà, donc le projet Virgo a démarré. Donc ça, c'est des photos de Virgo. Donc la construction, la fin de la construction, c'est 2003. Ça prend du temps de construire, en particulier les tunnels, et puis ça coûte cher. Hein. C'est des projets, alors, Virgo, je crois que c'était 200 millions. Et l'essentiel du prix, je ne sais pas si c'était des francs ou des euros, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'essentiel du prix de ces instruments, c'est la chambre à vide. C'est-à-dire qu'en fait, j'espère que j'ai des photos. Voilà, les photos des chambres à vide, ça c'est les tunnels, les bras dans le tunnel, ce qu'on appelle le tunnel donc de 3 km, c'est celui de Virgo. En fait, on ne voit rien du tout, hein, mais c'est des enceintes à vide, d'ultra vide, diamètre plus d'un mètre. Et donc ça coûte très très cher en construction, en matériel, il y a des pompes partout, donc parce qu'il faut assurer le vide. Et ça c'est Virgo, et par contre ça c'est les chambres, ça c'est la séparatrice, c'est les suspensions, là où sont les miroirs, sont à l'intérieur donc, de chambres à vide. En fait on ne voit jamais rien parce que tout est sous ultravide pour avoir aucun bruit. Donc ça c'est LIGO, c'est un des détecteurs de LIGO. Donc voilà à quoi ça ressemble, des grosses... Et c'est ça qui coûte dans les projets, c'est ça qui coûte le plus cher, en fait c'est l'enceinte à vide. Plus de l'optique bien évidemment, les miroirs aussi. Il y a beaucoup... Alors, donc les miroirs, donc, c'est un interféromètre de Michelson avec donc, des cavités Fabry-Perot, donc formés de miroirs très particuliers, très gros. C'est des très gros miroirs, ça fait 30 cm et d'épaisseur 20 cm, c'est très très lourd. Pourquoi ? Plus c'est lourd et plus le bruit va être bas. Donc, qui sont suspendus à travers un système d'atténuation, alors soit passif, soit actif. Là, il y a des technologies différentes entre LIGO et Virgo, mais suspendus par des fils extrêmement fins de quelques microns. Donc et tout ça, c'est des miroirs, donc on fonctionne avec des lasers de 1064 nanomètres. Donc, et donc le matériau, c'est de la silice. C'est transparent. Donc voilà, d'autres photos des miroirs. Ça, c'est ceux de Virgo.
Alors là, parce que, alors ils sont traités avec donc des revêtements soit anti-reflet, soit transparents. Enfin, ça dépend de quel type de miroir on parle. Et il ne faut surtout pas qu'ils aient de contamination. Donc, avant qu'on fasse le vide, ils sont toujours protégés d'un film plastique qui est enlevé au dernier moment pour éviter la contamination. Évidemment, c'est des conditions, quand l'intervention dans les tours, c'est-à-dire dans les suspensions, c'est des conditions, on essaie d'assurer le moins de contamination, parce que la moindre poussière, je vous ai dit, il y a beaucoup de puissance qui circule dans l'interféromètre, et la moindre poussière sur ces miroirs va les abîmer, en fait, va abîmer le revêtement. Donc il faut surtout... et comme je dis, c'est basé, donc là vraiment la technologie... voilà, tous ces détecteurs ont marché parce que la technologie a fait des progrès entre-temps. Dans les années 70, honnêtement, être capable de fabriquer ces miroirs-là, par exemple. Le substrat, c'est simple. Par contre, ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'arriver à faire un polissage et un revêtement, une surface avec des critères donc, de planitude. Il y a un léger rayon de courbure en fait, qui est très très grand sur ces miroirs. Pour arriver à fabriquer ces miroirs, c'est pareil. Il a fallu... Donc en fait, en France, on a développé un laboratoire entier pour faire... donc en fait, les miroirs de Virgo et les miroirs de LIGO sont fabriqués dans le même... Il y a un seul laboratoire au monde qui est capable de faire ça, et il est en France. Voilà. Donc maintenant, je reviens à... Donc là, je fais un saut dans le temps. C'est la première détection donc, qui a eu lieu Alors là, ce que je devrais préciser, c'est que les détecteurs, donc LIGO et Virgo, ont été en fonctionnement, donc ils ont été en construction jusqu'au début des années 2000. Il y a eu une première prise de données qui a été organisée dans les années 2000, qui n'a mené à aucune découverte. Par contre, on avait pris des données, on les avait analysées, on n'avait jamais rien découvert, à la fois dans LIGO et Virgo. En 2007, une chose très importante, c'est qu'on a signé un accord de collaboration entre LIGO et Virgo. Et cet accord de collaboration a fait que les deux collaborations en fait, ont mergé. On se sont regroupés, en particulier pour faire l'analyse des données. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin de plusieurs détecteurs pour pouvoir localiser les sources. Donc, analyser indépendamment ces données n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, du côté LIGO, ils avaient 2 détecteurs, mais même idéalement, pour mesurer correctement tous les paramètres des sources, il faut être à plusieurs détecteurs. Donc en 2007, on avait signé un accord de collaboration, on avait commencé à prendre des données ensemble, et puis il y a eu un arrêt des détecteurs dans les années 2012 et une mise à jour des détecteurs avec un gain, sur la sensibilité, pas tout à fait d'un facteur 10 par rapport à la première génération, mais un gain certain. Et donc en 2015, les 2 détecteurs LIGO ont été mis à jour, sont prêts à prendre des données, mais Virgo n'est pas prêt. Nous, on n'est pas prêt, on a pris du retard, pour des raisons que je pourrais expliquer. On était en retard, on n'était pas prêt, donc on n'a pas, en 2015, c'est en septembre 2015, où le premier, ce qu'on appelle run d'observation a démarré pour les 3 détecteurs, en fait seulement pour LIGO. Et Virgo est toujours en mise à jour. Donc on démarre le run d'observation le 12 septembre 2015, et c'était le premier run d'un instrument complètement différent, parce que ce qu'on avait fait 5-6 ans, c'était un nouvel instrument. Voilà. Donc on n'était pas tout spécialement prêt, tout n'était pas prêt, mais il se trouve que des algorithmes de recherche de systèmes binaires, de fusion de systèmes binaires, étaient prêts et tournaient en ligne. En particulier, il y en avait un qui était prêt. Donc, mais on était en mode, comment on appelle ça, comme on a une nouvelle voiture, maintenant on ne se fait plus ça. Voilà, on était en rodage. Et il se trouve, donc on démarre, c'était le 12 septembre, officiellement le run démarre le 12 septembre, et le 14 septembre, on observe quelque chose qui ressemble à ça en fait. Et on l'a vu en ligne, hein. C'est-à-dire qu'on l'a vu en ligne dans le sens où les algorithmes, les algorithmes prennent les données avec une latence très très courte, hein, de quelques secondes, analysent les données et
répondent, enfin détectent, soit c'est au-dessus du seuil, soit c'est en dessous du seuil. Et donc en quelques minutes, on a reçu des mails, enfin je me souviens, je reçois un mail disant tel événement, mais comme on venait juste de démarrer le run, personnellement, enfin tout le monde disait oui bon d'accord, ça doit être un truc qui a merdouillé, qui n'a pas bien marché. Donc honnêtement, personne n'y a cru. Mais on a observé très rapidement donc, ces cartes temps-fréquence. Donc ça, c'est des diagrammes temps-fréquence. Donc là, c'est une fraction de seconde. Où ce qu'on voit, c'est un signal qui augmente en fréquence. Alors ça, dans un des détecteurs, Hanford. Et puis, à peu près la même chose avec un décalage de 7 millisecondes dans l'autre détecteur. Et ces images-là, ces cartes temps-fréquence, donc on les a eues très très rapidement. Et les gens, enfin, quand on a l'habitude de chercher donc, des signaux liés à la fusion de deux trous noirs, ça c'est une caractéristique claire et nette. C'est ce qu'on appelle un chirp, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence et de l'amplitude du signal. En fait, donc, ça correspond à ce qu'on voit ici, ça c'est la série temporelle du signal. Donc la fréquence augmente et l'amplitude aussi. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans ces diagrammes temps-fréquence. Et ça, c'était la signature vraiment de la fusion de deux trous noirs. Et vu la taille, vu la durée du signal, c'était aussi la signature qu'en fait on avait affaire à des trous noirs extrêmement massifs. Et ça, on ne s'y attendait pas. Parce qu'on nous a toujours dit, qu'on nous disait toujours que les trous noirs de masse stellaire, ça existe, mais au-delà de 15-20 masses solaires, ça ne doit pas exister. Ce n'est pas possible, on ne sait pas les fabriquer, donc ça n'existe pas. Or, ce qu'on voit, nous, dans nos données, c'est l'opposé. Et on sait tout de suite, en fait, que c'est des objets très, très massifs. Donc, en fait, en 2 jours, eh bien, tout le monde se met sur le truc. Au niveau de la détection, en fait, la chose... C'était pas... Quand on a vu ces signaux-là, parce que ça, on les a vus, donc ça, immédiatement, ça a été généré. En fait, c'est le signal temporel brut, mais filtré en fréquence. Donc, en fait, on se focalise sur la fréquence attendue du signal. Donc, on le voit apparaître, le signal était extrêmement fort. Il n'y avait pas trop d'incertitude sur le fait que c'était un signal. L'incertitude qu'on a eue pendant plusieurs jours et plusieurs semaines et plusieurs mois, en fait, c'était est-ce que ce n'est pas un artefact de nos détecteurs? Est-ce que ce n'est pas du bruit? Et donc, il a fallu éliminer toutes les sources de bruit parce que ça correspondait, au niveau du signal, ça correspondait vraiment à un signal. Il y avait un delta temporel, un délai temporel entre les deux détecteurs qui correspondait justement à une position du ciel. Tout était cohérent d'un point de vue du signal. La grosse question, ça a été d'éliminer toutes les sources. Donc ça a pris plusieurs semaines. Et donc en fait, on a publié, donc la détection c'était le 14 septembre 2015, et on a publié en février 2016, on a fait l'annonce. Et les masses, comme je vous disais tout à l'heure, les masses mises en jeu, les masses des deux trous noirs, à l'origine de la fusion, 36 et 29 masses solaires. Et donc ça a été une petite révolution dans la communauté, parce que normalement, ça ne devait pas exister. Voilà. Donc ça, c'est notre première détection. Donc ça, c'est une photo... Alors ça, à l'époque, c'était le spokesperson de LIGO. Donc lors de l'annonce, il a démarré sa conférence de presse par cette phrase, voilà. Et donc cette découverte, 2 ans après, ça a été rapide, a été le sujet du prix Nobel de physique, donc a été donné à moitié à Ray Weiss et Barry Barish et Kip Thorne. Kip Thorne qui est un théoricien, qui a toujours, donc de la réalité générale, et qui a toujours soutenu l'idée que les ondes gravitationnelles étaient quelque chose de fondamental et qu'il fallait aller les chercher d'un point de vue expérimental. Donc il a toujours soutenu les efforts expérimentaux. Voilà. Alors, je vous ai parlé de la première détection. Donc, comment on fait ces détections? Je vais vous donner quelques notions de base de comment on traite les données. Parce on a des données de plusieurs détecteurs. Et il faut les analyser. Alors, pour le cas des sources binaires, c'est-à-dire les sources liées, enfin, quand le signal est émis par deux objets compacts, trous noirs ou étoiles à neutrons, on a des formes d'ondes, c'est-à-dire qu'on a une prédiction théorique. Alors, ces prédictions, c'est-à-dire qu'on va avoir
l'amplitude du signal, l'évolution temporelle, la prédiction de l'amplitude du signal de manière théorique, qui va dépendre en fait des paramètres de la source, les masses. Alors, les paramètres de la source, c'est les masses, les moments angulaires, orbitaux, la séparation, la position dans le ciel. Au total, il y a 15 paramètres. Une source binaire est décrite par 15 paramètres. Et ces 15 paramètres vont intervenir dans la forme d'onde. Mais ça, alors, ça c'est le domaine des théoriciens. Il y a énormément de développement donc, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, et ça continue. C'est comment résoudre les équations d'Einstein pour des systèmes particuliers, donc par exemple un système binaire, de manière la plus précise. Et c'est extrêmement compliqué. Ça aura mis 50 ans, 60 ans pour arriver. Alors au début, les formes d'ondes étaient précises. En fait, initialement, ce qu'on avait, c'était une prédiction assez précise, assez précise de la forme, ce qu'on appelle la forme spiralante, c'est-à-dire quand les deux objets se rapprochent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Donc, cette phase-là, elle a été connue depuis les années 60-70. En particulier, il y a beaucoup de théoriciens français, dont Thibaut Damour, dont vous avez entendu parler, donc, qui se sont intéressés à la prédiction de cette partie-là. Et puis, ce qui se passe, alors jusque dans les années 2000, j'ai oublié la date exactement, 2006, 2007, on avait une prédiction théorique du signal jusqu'ici, jusqu'avant le plongeon, ce qu'on appelle la dernière orbite stable, avant que les deux objets fusionnent et donc fusionnent pour former un trou noir. Donc on avait une prédiction théorique qui était valable. Pourquoi ? Parce que la résolution des équations d'Einstein se faisait de manière perturbative. Et donc quand on arrive, en fait, quand les deux objets sont très forts, on ne peut plus faire de développement perturbatif, ça ne marche plus. Et en fait, ce qui a révolutionné le domaine dans les années 2000, en fait, c'est la résolution des équations d'Einstein avec les simulations numériques. Donc les premières prédictions de ce qui se passe au niveau de la fusion, c'est la réalité numérique qui va la donner. Donc maintenant, on a des formes d'ondes qui sont précises donc dans la phase spiralante et jusqu'au merger, au plongeon, pardon, et donc une fois que mes deux objets ont fusionné, je forme un trou noir qui est excité et qui va se désexciter en émettant des ondes gravitationnelles. C'est une autre prédiction importante de la réalité générale, parce que là, donc, on a une émission d'ondes gravitationnelles, pareil, qui a une forme très particulière, donc c'est une exponentielle décroissante. Donc un des tests de la réalité générale, dont les paramètres, ça ne dépend que de la masse du trou noir et du spin du trou noir. Donc ça, c'est une prédiction aussi très très forte. C'est lié au théorème Noether. Et donc puisqu'on mesure en fait la forme d'onde, en fait, une façon de tester la réalité générale, c'est d'aller vérifier que la forme de ce signal est bien décrite par une exponentielle décroissante. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la théorie n'est pas correcte. Toujours la même chose. On s'appuie sur la théorie, mais on la met tout le temps en question. On doute. Alors, des effets, donc les formes d'ondes, ça, en général, c'est très très régulier quand il n'y a pas, en particulier, quand il n'y a pas de spin, c'est-à-dire que les deux objets n'ont pas de moment angulaire. Par contre, quand il y a un moment angulaire, quand les objets qui tournent ont un moment angulaire, ça déforme l'amplitude. On a ces effets-là. Donc c'est comme ça qu'on mesure le spin des trous noirs. En fait, on le mesure très très mal parce que l'amplitude, la modulation, elle n'est pas très très grande. Puis ça dépend beaucoup de... Donc comme je vous ai dit, il y a 15 paramètres ou 17 paramètres, ça dépend comment on compte. Et donc on essaie de mesurer tous ces paramètres. Alors ça, c'est pas simple. Oui, alors, je ne sais pas si c'est ça. Il y a deux types de façons de chercher ces signaux. Soit on dit je connais la forme d'onde, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va, je ne sais pas si j'avais, oui, on va tester en fait des patrons, on va tester les formes d'onde dans les données, on va faire de la corrélation, on calcule la corrélation, mais il faut tester tout l'espace des paramètres. Et c'est très très lourd. En fait, on ne teste pas tout l'espace des paramètres, on va tester les deux paramètres essentiels qui sont les masses.
Parce que la masse, ça change la fréquence. Les masses des objets, ça va changer la fréquence et ça va changer l'amplitude. Donc, c'est les deux paramètres essentiels. Mais vous voyez, le spin va aussi moduler. Donc, le spin, on peut rater, si on ne prend pas en compte les spins des objets, on peut rater des signaux. Mais une façon donc, de détecter les signaux d'onde gravitationnelle, c'est soit on connaît la forme d'onde et on utilise donc des patrons de la prédiction et on fait de la corrélation dans les données, soit on ne sait pas, et à ce moment-là, on va utiliser des méthodes plus génériques qui vont chercher un excès d'énergie dans un plan temps-fréquence. Il faut que j'accélère. Voilà, je vais accélérer. Donc, je vais accélérer. Donc, je vais passer sur le truc, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais vous dire, c'est que le premier événement qu'on a trouvé, il était tellement fort qu'on le voyait dans les diagrammes temps-fréquence à l'œil nu. La plupart de nos événements, on ne les voit pas à l'œil nu dans les diagrammes temps-fréquence. En fait, le signal est beaucoup plus faible. Et là, il faut vraiment faire donc, du match filtering ou ce qu'on appelle filtrage adapté, c'est-à-dire aller chercher, essayer de cross-corréler avec une forme d'onde attendue pour vraiment voir le signal. La plupart de nos événements, en fait, on ne les voit pas à l'œil, bien évidemment. On est obligé vraiment d'utiliser des algorithmes. Voilà. Là, en fait, ici, on le distingue vaguement. Mais en fait, ça peut être pris pour du bruit. Hein. C'est pas... Alors que l'autre, le premier événement, il était tellement fort qu'on le voyait à l'œil sans problème. Donc, je vous ai parlé des paramètres, qu'il y a une quinzaine de paramètres à estimer pour les sources binaires. Donc, pour les mesurer, on utilise des méthodes bayésiennes. Donc, c'est assez classique, ça marche très bien. Mais la difficulté, c'est qu'il y a certains paramètres qu'on va mesurer relativement bien, comme les masses. On mesure assez bien les masses. Par contre, on mesure plutôt mal les spins, c'est-à-dire la direction, enfin l'amplitude et la direction du moment angulaire des deux objets. Et c'est fort dommage parce que ça nous donne une indication en fait sur la formation des systèmes. C'est-à-dire que quand on a un système qui a été formé dans un environnement peu dense, on s'attend à ce que les spins des deux objets soient alignés. Par contre, si le système a été formé dans un environnement assez dense, qui se retrouve assez proche de la fusion, à ce moment, il n'aura pas eu le temps d'aligner ses spins. Et donc, on s'attend à ce que les spins ne soient pas alignés. Et donc, si on était capable de bien mesurer les spins, ça nous donnerait une indication sur comment les systèmes binaires ont été formés. Est-ce qu'ils ont été formés dans des environnements denses ou pas denses? Et donc ça nous donne une indication sur comment ces systèmes binaires sont formés, qui est encore une source d'incertitude. Donc l'autre événement, un autre événement important qui est je vous ai parlé du premier événement, mais le deuxième événement qui a été extrêmement important pour nous, c'est donc la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc ça s'est passé le 17 août 2017. Pareil, on a reçu en direct donc, le signal d'onde gravitationnelle, c'était l'après-midi. Alors moi, il se trouve que j'étais sur la plage de Villefranche, mais j'ai mon téléphone qui a sonné. Et j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone, parce qu'on reçoit, toutes les alertes sont automatiques. Et j'ai reçu de la part d'un de mes collègues un texto qui me disait, il y avait un seul mot, il me disait « gamma ray burst ». Et ça, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'en même temps, il y avait les détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un détecteur qui s'appelle Fermi, un satellite, qui avait détecté au même moment un sursaut gamma. Et ça, c'est la signature, en fait, parce que des alertes d'ondes gravitationnelles, on en reçoit régulièrement. Mais ça voulait dire qu'on était en train d'observer donc, la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc, je suis immédiatement rentrée à l'observatoire, et donc, pour regarder les données, en particulier, comme tous les collègues. Hein. Alors, là, je vais vous le repasser, mais je suis sûre que vous l'avez vu. Voilà. Ça, vous avez vu, c'est en temps réel, le signal d'onde gravitationnelle. Alors là, qui est beaucoup plus long, parce que c'est deux étoiles à neutrons qui fusionnent, les masses sont plus faibles, donc le signal dure plus longtemps dans nos détecteurs, et au même moment,
en parallèle. Donc ça, c'est le signal enregistré par Fermi, avec donc le sursaut gamma qu'ils ont observé, donc un excès de photons, 1,2 secondes après notre signal. Mais à la fois LIGO, là il y avait Virgo, j'ai oublié de préciser, c'est qu'à cette époque-là, Virgo était en fonctionnement, donc le signal a été observé par LIGO et Virgo. Donc au même moment, c'est-à-dire les deux, Fermi aussi envoie des alertes en direct et nous on a envoyé une alerte. Donc tout ça, ça a déclenché. Donc on a envoyé une alerte. On avait donc des accords de collaboration avec pas mal de télescopes. Très clair, donc on a envoyé l'alerte 30 minutes après qu'on ait observé le signal. Et on a prévenu tous les réseaux de télescopes que cet événement était extrêmement important. Ils savaient aussi qu'il y avait un GRB, que Fermi avait observé un GRB. Donc ça, c'est la carte du ciel, donc de la zone dans laquelle Fermi avait observé un signal. Ça, c'est nos cartes du ciel à nous. En particulier quand on met les 3 détecteurs. Ça, c'est, vous voyez, l'intérêt d'avoir plusieurs détecteurs. Ça, c'est les cartes du ciel de la zone où, a priori, il y a un signal en vert clair, c'est LIGO tout seul, les 2 détecteurs LIGO. Et quand on rajoute Virgo, hop, on réduit la zone du ciel. Ça, c'est extrêmement important pour aller chercher la contrepartie optique. Parce que, alors, ces cartes du ciel, j'ai oublié de préciser, c'est de l'ordre de 100 degrés carrés. C'est énorme pour les télescopes optiques qui n'ont pas des grands champs. Donc, on a quand même donné cette carte du ciel qui était de l'ordre de 30 degrés carrés. Et au bout d'une dizaine d'heures, il y a des télescopes aux États-Unis, je ne sais plus où ils sont, si c'est aux États-Unis, enfin en Amérique, qui ont trouvé la galaxie haute. Donc mais c'est un tout petit point dans une galaxie. Donc ça, donc ils ont mis, alors c'est très intéressant, c'est que donc ça tombait bien. Alors c'est sur le problème il faut être extrême. Alors pourquoi il faut être extrêmement rapide? Parce qu'en fait, on savait que lors de la fusion de 2 étoiles à neutrons, on a un phénomène optique très particulier de la kilonova, et c'est quelque chose qui va durer au maximum 24 ou 48 heures. Donc il faut aller très très vite, il faut aller et trouver la galaxie haute pour aller observer donc, dans toutes les longueurs d'onde optiques très rapidement et mesurer les courbes de lumière. Donc ce qui a été fait, il y a une campagne assez phénoménale d'observation sur cet événement. Donc je vais passer sur ça. Et donc on a observé en direct donc, les courbes de lumière de la kilonova. Donc il y a une émission isotropique de lumière. Donc c'est toute la matière, en fait, c'est le rayonnement, donc la fusion de 2 étoiles à neutrons. On forme, alors on ne sait pas bien ce qu'on a formé, si c'est une étoile à neutrons ou une grosse étoile à neutrons ou un trou noir, un petit trou noir, ça on ne sait toujours pas. Par contre, ce qu'on a observé, donc, c'est l'émission de lumière liée à l'éjecta de matière qui a donc rayonné dans l'environnement. Et donc c'est un rayonnement très, très caractéristique qui décroît très rapidement. En quelques jours, donc, l'émission disparaît. Et ça a été observé pour la première fois en direct. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors là, c'est tout un autre champ, de cette nouvelle astronomie, c'est aussi comprendre la production des éléments lourds dans l'univers. Parce que les kilonovas, justement, enfin, la fusion de 2 étoiles à neutrons, on pense que c'est le lieu où des phénomènes radioactifs très particuliers, en particulier où on a des captures de neutrons, vont permettre la fabrication des éléments lourds, c'est-à-dire des éléments au-delà du fer, l'or, le platine et tout ça. Donc, c'était une hypothèse que la fusion de 2 étoiles à neutrons était la façon de fabriquer ces éléments lourds. Il y a les supernovas aussi, mais là on l'a mesuré et on l'a démontré. Et ça c'est très important parce que ça intéresse beaucoup les physiciens nucléaires. Donc où on en est maintenant, je vais terminer. On a continué à prendre des données. On a une centaine maintenant de sources. Donc ça c'est la première dont je vous ai parlé. La BNS, elle doit être, je ne sais plus où elle est, ici, quelque part ici, voilà. Et depuis, voilà, tout ce qu'on a mesuré, une petite centaine, c'est essentiellement des fusions de trous noirs, mais on a aussi observé, donc ça je vous ai un peu raconté, donc ce qui s'est passé pendant les 2 premières prises de données.
on en est là, et pendant la dernière prise de données, donc c'est 2019-2020, on a observé 2 autres fusions d'étoiles à neutrons, mais la contrepartie électromagnétique n'a pas été observée parce que les événements étaient trop loin et trop mal mesurés. Et puis on a observé pour la première fois la fusion de 2 étoiles à neutrons et d'un trou noir, donc les systèmes mixtes. Il n'y avait pas de raison que ça n'existe pas. Donc on en a observé 2. Voilà. Donc on en a une centaine d'événements. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas avoir le temps, mais avec tous ces événements, en fait, donc la première chose qu'on fait, c'est mesurer le taux de fusion et de système binaire. Voilà, ça c'est la première chose qu'on fait depuis le début. On peut tester la relativité générale, comme je l'ai dit. Il y a plein de tests de relativité générale qu'on peut faire avec tous ces événements. Ce qu'on fait aussi maintenant, c'est de la cosmologie en particulier, parce que quand on peut mesurer la distance de la source, la distance physique de la source, et puis son décalage vers le rouge, eh bien, je peux essayer de mesurer la constante de Hubble. Alors, on fait maintenant des mesures de constante de Hubble, pas seulement avec les BNS, avec les fusions de 2 étoiles à neutrons, mais aussi avec les fusions de 2 trous noirs. Alors là, c'est des méthodes plus compliquées, parce qu'on n'a pas la mesure du redshift, là. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment on fait. Et puis, on teste, alors voilà, test du principe d'équivalence. Quand on mesure la contrepartie électromagnétique, eh bien, on peut aussi essayer de mesurer la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. Et puis, avec les trous noirs, eh bien, on étudie maintenant, puisqu'on a une petite centaine d'événements, et ce lot d'événements va encore grossir, eh bien, on essaie de comprendre les distributions de masse, les distributions de spin. Tout ça pour essayer de mieux comprendre les systèmes de formation des systèmes binaires de trous noirs. Et en particulier, alors ça, ce n'est pas accessible pour LIGO Virgo, mais c'est comprendre par exemple comment les trous noirs supermassifs sont fabriqués. Est-ce qu'ils sont fabriqués à partir de fusions successives de trous noirs stellaires, ou c'est d'autres phénomènes. Donc ça, c'est tout un pan, voilà. Donc, mais je vais sauter tout ça. Et je ne vous ai pas parlé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc le futur, c'est continuer donc, à prendre des données. Donc là, on est en phase d'arrêt. Les détecteurs sont encore voilà. Peut-être ce schéma-là, je vais terminer sur ce schéma-là qui indique donc, les phases de prise de données, donc les différents détecteurs, en fonction du temps. Et en fait, vous voyez, on fait des prises de données d'1 an et on s'arrête pratiquement 2 ans. Et en fait, on s'arrête 2 ans, enfin, on s'arrête longtemps entre chaque prise de données pour améliorer la sensibilité. Parce qu'en améliorant la sensibilité, en fait, on observe plus loin, on observe plus de sources. Donc on gagne, on a intérêt à vraiment gagner en sensibilité pour augmenter le nombre de sources. Donc là, on est là, 2022, donc on va à la fin de l'année, on redémarre un run d'observation qui va durer 1 an, avec, comme je l'ai dit, donc, les 2 détecteurs LIGO et puis CaGRA, mais CaGRA, ils ont une sensibilité qui est moins intéressante. Il y aura à nouveau une phase d'arrêt, et à nouveau, donc en 2024, et puis à nouveau une reprise de données, et on continue, et on continue, et on continue. Voilà. Et on a d'autres projets futurs de détecteurs de 3e génération, mais ça sera une autre conférence. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais faire pour la dernière fois. Je vais vous remettre, vous devez avoir déjà des médailles, mais en voici une autre qui est notre médaille. Merci. De la monnaie de Paris qui rappelle la culture scientifique à partir de l'astronomie. Très bien. Voilà. Que des choses. Merci. 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 Bien, merci. C'est cette journée ensemble qui se termine. J'espère que vous avez passé un joyeux anniversaire. C'est la chanson. Donc le bus est arrivé déjà depuis un petit moment. Je vais le faire s'avancer au plus près, comme ça vous aurez juste à sortir et à monter dans le bus. Si vous voulez faire un dernier petit tour aux toilettes, allez-y, n'hésitez pas. Prenez un petit peu à boire avant de remonter dans le bus, mais ne tardons pas trop.